je me dis, c'est un grand plaisir d'être avec vous et de partager avec vous quelques moments. Merci Rachid. Donc l'objet de votre venue sur les ondes de Radio Canu, c'est l'actualité. Il s'élève à le Maroc, à l'Espagne. On va parler d'abord de ce qui se passe dans le Maroc. Alors il y a une grande mobilisation actuellement depuis quelques mois suite à la mort d'un berbère au Maroc. Je vous rappelle qu'il a été écrasé dans une benne. Donc Rachid, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la situation aujourd'hui à l'heure où je te parle dans le Rif? Est-ce que la mobilisation continue? Et puis bien sûr le cas des détenus Zafzafi et tous les autres. Et, effectivement, depuis l'assassinat de Mohsin Fikri le 28 octobre dernier, il y a eu une mobilisation continuelle dans la province d'Al Hoceima et après ça a été propagé dans les autres régions et villes de la province et surtout de la région de Rif. Jusqu'à un moment où on a pris des proportions un peu internationales du fait de la mobilisation des Rifains dans la diaspora européenne. Et là, ils ont organisé, des Rifains un peu partout, des manifestations dans les grandes capitales européennes, ici au Maroc, un peu partout. Surtout, il y a eu une stratégie, on va dire, des autorités de circonscrire ce mouvement et surtout de le traiter d'un mouvement séparatiste, une stratégie qui n'a pas du tout marché. Les Marocains et surtout les Amazirs sont vraiment conscients de leurs droits. Et au contraire, ça a créé un mouvement de solidarité, même inclus national, de fait que l'une des plus grandes manifestations, ça a été vu à Rabat, où il y a eu toutes les tendances, toutes les on va dire, des représentants de tous les mouvements et qui se sont solidarisés avec nos frères et sœurs de Rif qui réclamaient depuis plus de 6 mois éclaircir l'assassinat de Mohsin Fikri, éclaircir aussi l'assassinat des 5 brûlés du 20 février 2011 dans une succursale bancaire à Al Hoceima et répondre à des revendications d'ordre social, économique, culturel et environnemental. Mais malheureusement, les autorités marocaines, au lieu de répondre à ces revendications légitimes, ils ont opté pour une vision sécuritaire. Ils ont utilisé le bâton et on était surpris. Pour le 20, la dernière manifestation du 20 juillet, on était tous, tout le monde était venu manifester leur solidarité à Al Hoceima elle-même. Alors, on s'est vu avec un redéploiement incroyable, inégalé des forces de sécurité. Ils avaient fermé presque toutes les ruelles, ils ont fait repousser plein de monde et à la fin, ils ont utilisé surtout les bombes lacrymogènes. Et on n'a pas du tout aimé que les autorités y arrivent à cette limite-là. De jeter des armes, des bombes lacrymogènes contre des populations civiles dans les pleines rues principales d'Al Hoceima et un peu partout. Ça nous fait rappeler à pas mal d'événements dans l'histoire, comme le fait que notre région natale, le Rif, a été bombardée par des armes chimiques à l'époque de colonialisme dans les années 20. Ça nous a fait repenser aussi aux événements qui étaient aussi très douloureux et la répression sanglante qu'il y a eu dans les années 58-59. Et bien sûr, on s'est solidarisés tous parce qu'on ne veut pas y arriver à ces extrêmes, qu'il y ait d'autres 59-58.
et que l'État ou le gouvernement ou le palais lui-même s'assoit avec les dirigeants de ce mouvement populaire, pacifiste, et qu'ils y arrivent à voir comment y répondre à leurs revendications. Là, il y a oui. Continue. Oui. Continue. Ouais. Là, ça tombe bien parce qu'on vient d'écouter le discours de Roi. À la fin, en quelque sorte, il donne raison au mouvement populaire du Rif dans le sens que les partis politiques n'ont pas fait leur rôle. Ils ont failli à leur responsabilité. Lui-même, il reconnaît, ils ne font que leur réunion en quelque sorte, ils apparaissent que lors des élections, et après, ils partent. Et ils ne mettent pas l'intérêt général sur leur intérêt personnel ou l'intérêt de leur propre fraction. Et l'un des problèmes qui a créé cet état, on va dire, de tension sociale au RIF, c'est qu'un parti administratif créé par le conseiller de Roi Fouad Ali El-Himma récemment, il y a quelques années, et d'un seul coup, il s'accapare la représentation de toutes les mairies, que ce soit des mairies rurales jusqu'à la grande mairie qui est Al-Husseima ou d'autres mairies dans la région d'Uqtama. Et c'est accaparé de la représentation du conseil provincial et inclus de la région. Une région administrative qui s'est été faite contre ce qu'on revendiquait nous en tant que mouvement amazigh, au moins le respect de la territorialité historique de Rif. Mais malheureusement, ce parti même administratif, il était contre. Et on a suivi ces consignes contre tous les autres partis politiques qui voulaient au moins que les provinces de Nador et de l'Husseima soient intégrées dans la même région avec la grande confédération d'Ixnaya, connue pour leur lutte pour la libération nationale du Maroc dans les années 50. Malheureusement, le découpage, c'est que la province de Nador, ils l'ont rattachée à la région orientale, en ayant comme capitale Oujda, la province d'Al-Husseima rattachée à la région, on va dire, coupée Tétouan, Tanger, et les Gznaya rattachés à la région de Fès, Meknes. Et cette représentativité de ce parti, moi-même, je l'avais souligné dans des interviews. Une a été faite avec un journal algérien et l'autre avec un journal électronique espagnol, fonctionnait sous forme comme une mafia italienne. Ça veut dire qu'il faisait beaucoup de chantage aux gens, beaucoup de pression, et ça marche pas dans la politique. La politique et les sages, il faut être au service des citoyens, essayer de régler leurs problèmes, sans attendre rien en contrepartie. C'est un travail, comme on dit, volontaire. Toujours, ça va être au service du peuple et des citoyens. Malheureusement, non. Ce parti, il a voulu s'accaparer de toute cette représentativité et les autorités, ils ont aidé à la falsification des élections. Et les autres partis, juste après les élections d'octobre, ils se sont manifestés pour revoir cette falsification massive, abusive et exagérée. Les autorités n'ont rien répondu. Ils ne veulent pas entendre le peuple jusqu'à le moment où les manifestants, les jeunes, s'organisent de plus en plus, prennent conscience, prennent les choses en main et se manifestent partout. Et ça a pris des proportions qui a fait bouger les choses. Et ça a créé ce mouvement, comme j'ai dit, de solidarité un peu partout, que ce soit au Maroc, même avec nos frères et sœurs d'Algérie. Ils se sont manifestés à Tessouzo, à Bjaïa,
aussi avec des Amazirs de Tunisie. Ils ont manifesté leur solidarité avec les Rifins. Et là, comme j'ai dit, le roi reconnaît comme quoi les partis politiques n'ont pas fait leur travail et sont défaillants en quelque sorte parce que Nasser Zouzafi, le leader de la contestation. Rachid, là tu nous parles du roi, mais le roi, c'est lui le maître à bord. Est-ce qu'il n'est pas dépassé aussi? Je pense pas qu'il Est-ce qu'il est mal entouré? N'oublie pas que c'est une monarchie et le roi, le roi domine tout le monde. Ouais. Est-ce que c'est pas une manière de gagner du temps, Rachid? Le roi essaye de gagner du temps, il va couper quelques têtes pour essayer de garder, on va dire, la barque, voilà, de garder le cap, quoi. C'est-à-dire, on sait que le pouvoir marocain est discrédité, donc il veut faire sauter peut-être les élus ou certains acteurs de votre région, mais lui, c'est justement pour que lui reste sur son fauteuil et garde son trône. Ce qu'il y a, c'est surtout le fait, une certaine, on va dire, loi suprême qui est la Constitution. Le problème, ça vient du fait, c'est comme on a la sensation, et les gens le voient, comme s'il y a deux gouvernements. Un gouvernement, on dit, fait par les partis politiques, qu'ils ont fait des alliances entre eux, que ça se voit un peu à la télé ou dans les parlements qui donnent le visage, mais ils disent toujours qu'il y a un gouvernement dans l'ombre, et qui a plus de pouvoir que celui qui devrait l'avoir. Parce qu'il y a une contradiction au sein même du gouvernement, du fait que le président du gouvernement n'a jamais opté pour la ligne dure, on va dire, il a fait même des interviews à la télé, il n'est pas d'Oussata avant, mais n'empêche, on voit que le ministre de l'Intérieur, et c'est vrai en quelque sorte, je ne sais pas qui lui donne des ordres, il a utilisé le bâton contre les manifestants, on va dire pacifistes. Et il y a quelque chose, un blocage au sein du sommet. Mais ce qui est au fond, c'est que les deux gouvernements, moi je les ramasse, les deux, malheureusement, depuis toujours, ils pratiquent une politique d'apartheid anti-amazir. C'est vrai, il y a ce lobby, au sein du palais, un lobby, il y a plusieurs lobbies, mais le plus important, un lobby arabiste, qui se croit des Arabes venus d'Arabie Saoudite, et ils nous voient, nous les Amazirs, comme, entre parenthèses, c'est ce que disaient les forces de l'ordre à Al-Husseima lorsqu'ils tabassaient les gens, l'Aoubash, ça veut dire les Apaches, les indigènes, on va dire les populations autochtones, alors qu'ils nous voient, nous, les Amazirs, comme venus d'ailleurs, alors que c'est tout à fait le contraire. Nous, les Amazirs, on est chez nous, on revendique des choses légitimes. Depuis 6 ans que la langue amazigh a été reconnue langue officielle, mais rien n'est vu du concret sur le terrain. La langue amazigh a été bloquée dans l'enseignement. On interdit toujours les prénoms amazigh. Ce qui est pire, c'est que il y a la délégation des eaux-forêts et essaye d'exproprier des terres collectives aux tribus amazigh dans les montagnes et dans les régions. Juste nous, comme Assemblée mondiale amazigh, pour la seule province d'Al-Husseima, l'ex-président du gouvernement Abdelilah Ben Kiran avait signé l'expropriation de 30 000 hectares de terre collectif appartenant aux tribus, surtout de Smahaja Sraïr, des terres à la fin, c'est malheureux, ils le donnent souvent comme cadeau, alors ils se disent leurs frères arabes de Proche-Orient, surtout des Qataris, des autres. Alors lorsqu'on sait, et ça ce qui est au courant, et ce qui est incompréhensible, ce qui est inacceptable, ce que te prennent des terres
aux populations autochtones, qui sont les vrais détenteurs, les vrais propriétaires du site terre, et te donne à des émirs, à des trucs, que maintenant tout le monde se rend compte qu'il finance le terrorisme international. Et c'est vraiment très préoccupant. C'est des choses, des ancêtres politiques, de ne pas répondre aux populations amazighes depuis longtemps, mais depuis qu'il est la reconnaissance de l'Amazigh, au lieu de changer, on va dire, de vision, de type, de se reconnaître qu'on est tous Amazirs et d'avoir une politique proprement autochtone Amazigh, mais il continue à avoir cette vision distancée et de faire la différence entre des citoyens qui se croient arabes, alors que les Saoudiens ou les Émiratis, ils nous disent pour les Arabes d'Afrique du Nord, entre parenthèses, que c'est des Arabes de deuxième catégorie, c'est de faux Arabes, et ils ont raison parce qu'ils ne sont jamais venus de là-bas. Vous avez l'anthropologie génétique, elle démontre que toute la population d'Afrique du Nord, d'Égypte, de la Tunisie, d'Algérie, les Touaregs, et la population marocaine tout entière et les Canariens sont d'origine amazigh. Et en plus, dernièrement, il y a eu cette grande découverte qui est le fait que le berceau de l'humanité surgit de l'homme de Jebel Irhoud, qui est à côté de Marrakech et de la ville de Safi. Malheureusement, au Maroc, on n'a pas donné assez d'importance à cette grande découverte, comme quoi notre aïeul à toute l'humanité. Ça veut dire même les Arabes, à la fin, sont venus d'Afrique du Nord. C'est tout à fait le contraire de ce qu'on enseigne dans les manuels scolaires, comme le reste de l'Afrique, les Européens, les Américains, les Australiens, tous venaient de Jebel Irhoud qui a 315 000 ans. Une découverte énorme, mais malheureusement, il y a un silence total. Il n'y a pas de débat ni dans la télé, ni dans les journaux. C'est comme ils veulent la passer sous silence. Pourquoi ? Parce que cette découverte, comme la découverte d'anthropologie génétique, qui démontre que les Amazirs sont venus de Grand Sahara, surtout du Grand Sahara au sud d'Algérie, où ils ont laissé des peintures rupestres extraordinaires, ça casse l'idéologie par laquelle les politiciens marocains essaye de promouvoir alors qu'il a échoué partout. Partout, c'est quoi cette idéologie? C'est l'idéologie arabo-islamiste. Massa Raha, on va un peu. Merci pour ces précisions. On va rentrer un peu dans le vif du sujet. Et puis on va parler de Khodir et Salah Abouna. En ce qui concerne les détenus. Les détenus rifins qui aujourd'hui croupissent en prison, quel est leur sort, qu'est-ce qui leur est réservé? Et est-ce qu'ils ont des nouvelles? Comment ils sont est-ce que vous avez des nouvelles? Et est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'il y a des détenus qui ont été maltraités et qu'il y a même, je pense notamment à l'artiste Cilia qui a été victime d'agression sexuelle en prison? Non, agression sexuelle, je ne crois pas. Mais tous les détenus, ils étaient vraiment objets de torture physique. Mais le plus dur, c'est les tortures psychologiques, sans exception. Ça, c'est confirmé. Même le Conseil national des droits de l'homme, un truc officiel du Maroc, reconnaît ces faits. Il a fait un rapport dans ce sens qui contredisent on va dire, les assertions du ministre de l'Intérieur. Et si, ils étaient tous torturés, ils étaient traités de fils d'Espagnols, des insultes de tous bords. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, ce soir, ils ont libéré quelques-uns, parmi eux, Cilia, la chanteuse Cilia, et un autre militant qui avait fait plus de 30 jours de grève de la faim. Là, pour le leader Nasser Zafé, on n'a pas encore de précision s'il est libéré ou non, pas encore. Mais ils ont libéré une certaine partie
de détenus. Donc la tendance est à l'apaisement, alors, Mess Raha. À mon avis, à mon point de vue, selon le discours du chef d'État, de roi, c'est vers l'apaisement, en quelque sorte, du fait qu'il a reconnu le discours, on va dire, de Hirak Rif, en disant que tous les partis, ils ont perdu leur crédibilité. Et effectivement, ils ont perdu, comme je t'ai dit, à cause de cette idéologie arabo-islamiste. Ça le surprend, je vous donne des exemples et vous allez vous surprendre aussi. Le ministre de l'Intérieur qui tabasse ses frères, c'est un Rifin. Vous avez un autre ministre Rifin, il vient au Parlement. Donc, tout le monde voulait qu'on change un peu l'agence de la presse nationale. Il s'appelle la MAP, Agence du Maghreb arabe, d'enlever cet arabe parce que ça suppose une discrimination vers les Amazirs. Et en plus, c'est contradictoire à la constitution marocaine parce que la question du Maghreb arabe, ça a été enlevé et ça a été substitué par le grand Maghreb el-Kabir, le grand Maghreb. Et c'est un Rifin, il a bloqué ça. Il a dit non, on va laisser cette agence avec son nom. Il a été connu depuis 60 ans comme ça. Dès septembre, on va le traduire devant la justice parce que c'est en contrat de 2011. Vous avez aussi un autre ministre de l'Éducation nationale qui est Amazir. Il a parlé du tout pour réformer l'école, comme quoi il va y avoir des écoles à 25 personnes, ils vont introduire le français dès le primaire, à la 3e année, ils vont ajouter l'enseignement de l'anglais, mais sur la question amazigh, la langue amazigh qui est officielle et qui devrait être au même titre arabe, être enseigné du primaire jusqu'à l'université, ça, et silence radio. Ça veut dire cette politique de discrimination, même malheureusement avec des ministres qui sont, comment on dit, plus royalistes que le roi ou plus papistes que le pape, et ils font une politique pro-arabiste totalement, on va dire, contre l'authenticité ou l'identité ou l'histoire du Maroc qui est intimement liée à la mazérité. Ce que veut dire les contestations, moi je ne crois pas, ça va, mais ça va continuer parce qu'il y a toujours cette politique de marginalisation des Amazirs à tous les niveaux. Que ce soit au niveau économique, social, culturel, et inclut même politique dans le sens où on interdit des formations politiques amazighes. Merci à Rachid pour toutes ces informations. Voilà, on a vu beaucoup de mobilisation à Dalil au Maroc. Même les étudiants, je crois, ils ont boycotté les examens. Il va nous confirmer est-ce que c'est vrai, Rachid? Juste dans l'université d'Oujda, où il y a beaucoup d'étudiants rifins de la région d'El Hoceima. Mais les étudiants, surtout du MCA, du mouvement culturel amazigh, s'est mobilisé partout. Vous avez aussi les jeunes du Tawada qui font les marches. Le dimanche prochain, fait appel à une manifestation à Casablanca. Demain, vous avez notre manifestation, là c'est à Barcelone, des jeunes rifins. Mais il y a aussi d'autres mobilisations dans d'autres régions au sud du Maroc. Ça a été un peu dans la région de Tenrir. Hier, c'est dans la province d'Azelal, et à côté de Khnefra. Les gens aussi ont sorti réclamant toujours qu'il y ait des infrastructures, qu'il y ait plus d'écoles, plus d'hôpitaux, bon, des revendications qui sont légitimes, comme j'ai dit, nécessaires. Surtout sachant que les Amazirs, c'est eux qui travaillent le plus l'économie nationale de l'État marocain. À cause de ces 5 ou plus de 5 millions de Marocains
qui vivent à l'étranger, surtout dans les pays européens. Et ça fait rentrer annuellement des milliards et des milliards d'euros. Vous avez aussi le tissu industriel de Grand Casablanca, c'est grâce aux hommes d'affaires Amazir de Sousse, plus particulièrement parfois de la province de Tefrat, de la ville du Tefrat, qui font marcher on va dire l'économie nationale. Je voudrais dire, ce qui contribue le plus aux impôts de l'État, c'est les Amazirs, et l'État devrait être, disons, au service de ses citoyens qui le font marcher économiquement en parlant. Je voudrais bien revenir le fait aussi à nos amis de Mzab, à Khodr Skouti et à Salah Abouna, qui nous ont accompagnés aussi dans les marches, que ce soit de Tawada, dans les manifestations un peu partout, et surtout Khodr Skouti, les présidents délégués de notre ONG, l'Assemblée mondiale Amazir pour l'Algérie, et nous a suivis depuis l'Assemblée générale qu'on a eue à Tiznit en 2013, où il y avait le docteur Kamal Fakhar, lui aussi présent, et une délégation très importante des Mozabites. Et vraiment, ils étaient ici bien accueillis au Maroc. Au Maroc, surtout la délégation des Nations Unies, des réfugiés, gérer leurs dossiers. Là, la semaine prochaine, je vais y aller voir où il est arrivé leur dossier pour l'offrir à notre avocat de Madrid. Alors justement, Rachid, on va essayer de remettre un peu les choses dans leur contexte. Ce qu'on a entendu, les infos qui nous sont arrivées, ils ont été arrêtés à Mila, Khodr et Salah. Tout d'abord, déjà, comment ils ont fait pour atterrir à Mila et comment ils ont été arrêtés, dans quelles circonstances et qu'est-ce qu'on leur a dit? Il y avait ici un journal, si je peux dire, le plus raciste de tous les journaux d'Afrique du Nord, et surtout du Maroc, qui s'appelle Sahafi. Il a fait un certain reportage. Il y a pire qu'une arabe. Salah Abouna comme quelqu'un utilisé par l'État algérien pour faire, tu sais, le fitna, la discorde, faire la révolution au Maroc et tout cela. Et à travers cet article, il avait, bon, lui-même et Khodr, ils étaient préoccupés comme quoi ils peuvent être détenus par les autorités marocaines et les extrader vers l'Algérie comme forme d'échange, on va dire, de dire à l'Algérie de stopper l'appui ou c'est des rumeurs, il n'y a rien de fait, comme quoi les services algériens sont derrière cette révolution sociale, le RIF. En quelque sorte, ça n'a rien à voir en réalité. Les gens s'autofinancent par... on a cher à nous un Mazir qui s'appelle Twiza. Tout le monde y contribue avec ce qu'il peut pour une cause commune. C'est comme ils faisaient aussi les Mozabites chez eux, ramasser de l'aide les uns les autres. C'est Wizi, ce qu'on appelle c'est Wizi, ce Mazir. Exactement. Twiza, chez nous, ça change Twiza. C'est pareil. Effectivement, c'était Wizi. Alors, à partir de cet article, ils ont eu peur. Alors, ils se sont dit, pour eux, normalement, moi, je crois pas que le Maroc pouvait les extrader, surtout parce que dans la résolution, le fait qu'il a accepté les Nations Unies de leur dossier, c'est écrit noir sur blanc, comme quoi ils n'ont aucun droit, aucun pays. Ils ont un pays qui peuvent avoir, disons, la menace de mort en quelque sorte, ou d'être torturés par le pays d'origine. Et heureusement, c'est la même loi qui existe aussi en Espagne,
Et lorsqu'ils ont vu cet article, ils se sont entrés à Melilla en croyant qu'il y a cette autorité espagnole, qu'ils seront en Espagne, dans un État plus démocratique. Mais malheureusement, il y a une loi qui permet l'extradition entre l'Algérie et l'Espagne. Alors là-bas, c'est là où il y a eu le plus de danger, parce que l'État algérien, il a fait cette demande aux autorités espagnoles en les traitant, c'est ça ce qui est vraiment faux, c'est une fausse accusation des autorités algériennes comme quoi des terroristes. Et de Melilla, ils les ont pris de la prison. Au moment où on essayait avec les avocats, l'avocate de Melilla, ou surtout la juge, elle disait qu'elle n'était pas assez compétente pour leur cas. Alors, il les a transférés à Madrid et à la prison de Madrid. Là-bas, grâce au parti Podemos, le seul parti d'Espagne qui s'est le plus solidarisé avec le mouvement Rifin et avec tous les Amazirs, ils ont même ouvert la porte, on va dire, de l'Union européenne, où ils ont fait un débat au sein du Parlement européen sur la question de RIF. Alors eux, à Madrid, avec leurs contacts, leurs responsables des affaires internationales, et Yann Amé, de Podemos s'appelle Alberto, on a trouvé un avocat compétent qui est très spécialiste dans ces questions d'extradition et de réfugiés. Et lui-même, il m'a souligné qu'en Espagne aussi, il y a cette loi. Le fait qu'il a été géré à Melilla, leur statut de réfugié, l'Espagne n'a aucun droit de les donner à leur pays d'origine, où ils peuvent subir des peines capitales ou des peines, on va dire, comme la prison à perpétuité ou la torture. Ce qu'il y a, c'est que l'avocat, notre avocat, il a pu voir la procureure et la juge le jeudi dernier. Malheureusement, ils lui ont dit on attend la documentation qu'ils vont envoyer l'État algérien. Selon la loi espagnole, ça fait un peu 40 jours que l'État espagnol doit étudier ce que donnent les Algériens comme preuve, comme quoi c'est vraiment des terroristes, chose qu'ils ne le sont pas, parce qu'aucune preuve ne le confirme. Au contraire, ils sont victimes en tant que militants des droits de l'homme et militants de la défense des droits de leur minorité ibadite au Mzab, Proverce-Côté, le pauvre, et lui ont même brûlé sa maison familiale. Et après, il y a aussi, 40 jours après, avoir reçu, on va dire, la documentation algérienne, le gouvernement espagnol, il va statuer. Est-ce qu'il va répondre positivement ou non? Même au cas où, supposons, même au cas où, ça ne pourrait pas être, parce que les Espagnols ne peuvent pas violer leurs lois, leurs articles. S'ils acceptent à les donner à l'Algérie, ce n'est pas le gouvernement espagnol qui a la dernière parole. Ça revient à la justice. On reviendra à la justice. Alors, si j'ai bien compris, Rachid, l'Algérie n'a toujours pas fourni les preuves des accusations contre ces deux militants. Donc, en fait, ils accusent quelqu'un comme ça, sans fondement, sans rien, sans preuve, sans rien du tout. Et ils n'ont même pas été capables de fournir un dossier à l'Espagne. Ouais, peut-être qu'ils sont en train de le fabriquer aussi. Ouais. C'est un dossier vraiment fabriqué et on va voir. Nous, par contre, au contraire, on a donné pas mal d'éléments à notre avocat, comme quoi c'est des militants pacifistes. Ils nous ont accompagnés dans plusieurs, on va dire, manifestations, des rencontres, nos assemblées qu'ils ont fait. Ils ont tous passé pacifiquement. Au contraire, vous avez l'Assemblée mondiale Amazir, c'est l'ONG qui combat le plus le terrorisme, quel qu'il soit. Oui, nous voilà les déclarations. Souvent, vous faites des déclarations, vous envoyez des courriers à l'ONU. C'est vrai qu'on les voit assez souvent. C'est un travail remarquable.
Rachid, donc si j'ai bien saisi, donc tu t'es déplacé en Espagne justement pour voir dans quelles conditions étaient Salah et Khadir. Tu as également pris attache avec les associations, avec Podemos, et vous avez pris un avocat. Alors, est-ce que l'avocat est confiant dans la suite dans la suite qui sera donnée? Les confiants, tous on est confiants. Et en plus, hier, il les a rendu visite à la prison de Madrid. Il lui a donné la bonne nouvelle à Khader, qui est vraiment très content comme quoi son fils il a eu son baccalauréat. Nous, on est confiants dans notre procédure. Et ils vont avoir leur statut de réfugié politique. Ce qu'il y a, c'est que lorsque j'étais à Madrid, on était reçu, c'était sur la question, on va dire, de Hirak de Rif, par plusieurs représentants des partis politiques espagnols qui ont une représentativité au sein du Parlement espagnol. Et tous, que ce soit du PNV, les Basques, que ce soit les deux tendances du parti catalan, on va dire Esquerra Republicana de Catalunya ou les démocrates de Catalogne, que ce soit le Parti populaire, le Parti socialiste et Podemos qu'ils étaient, ils nous ont tous promis comme quoi ils vont interpeller leur propre ministre des Affaires extérieures pour les deux cas, parce qu'il y a maintenant un travail plus politique qu'il faut faire pour que le gouvernement espagnol ne tombe pas dans le piège, on va dire, d'utiliser Scouti et Salah Abouna comme monnaie d'échange à des intérêts, on va dire, entre parenthèses économiques ou autres. Les droits de l'homme, c'est le sens sur lequel se base la constitution espagnole, et c'est grâce à elle que les Espagnols ont réussi à faire leur transition démocratique, et c'est grâce à elle la justice est indépendante de la politique. On a tout le temps, le Parti populaire, même au gouvernement, tu as des grandes têtes qui tombent dans la justice et dans les prisons, dans de la corruption. Nous, on a confiance à la justice espagnole pour son indépendance et pour son intégrité. Et puis, bien sûr, ils ont signé des chartes, des conventions de Genève, et ils ne peuvent pas aller à l'encontre de ces conventions-là, je pense. Donc, Massa Raha, je voulais aussi parler un petit peu de la presse. On a vu quelques articles dans la presse espagnole qui condamnaient d'office Khadir et Salah en disant que c'était que des terroristes étaient rentrés en Espagne. Il se trouve que vous avez tenu une conférence devant la presse espagnole. Qu'est-ce qu'il en est sorti? Est-ce que la presse espagnole a répondu présente et a démenti certaines allégations de certains journalistes espagnols? Démonter cela, c'était une conférence de presse qu'on avait organisée à la ville de Melilla. Le jour même où ils étaient transférés vers Madrid. Et vous avez aussi même l'agence officielle, on va dire, de la presse espagnole qui est EFE. Il a relaté vraiment l'information. Ça ne se traitait pas du tout des terroristes, sinon plutôt des militants des droits de l'homme et surtout des militants de la minorité ibadite mouzabite. Et ça a permis aussi que les Espagnols prennent conscience comme quoi il y a d'autres communautés amazighs en Algérie, parce que vous avez tous l'idée comme quoi les amazighs existaient qu'en Kabylie. Mais là, non, il y a la région aussi de Mzab, et en plus, beaucoup de monde prennent conscience le fait d'être une minorité ibadite. Si les islamistes n'en veulent jamais qu'ils y arrivent au pouvoir, on va les combattre là où avec tous les moyens qu'on pourrait. S'ils y arrivent au pouvoir en Algérie, les premières victimes, malheureusement, ça va être les ibadites, comme ça commence à exister cette menace vraiment en Libye de la part, on va dire, de l'armée arabe du général Haftar, qui menace
les Amazirs du Jbel Nfoussa, du fait qu'ils ne sont pas sunnites et d'avoir, on va dire, le Coran est ibadite. Et en plus, c'est un Coran dans l'islam qui est le plus démocratique possible. Et c'est un Coran, moi je l'ai expliqué même à l'avocat pour qu'il lui dise à la juge. Beaucoup ont donné l'exemple de l'Andalousie, comme quoi c'était l'Andalousie musulmane, je veux dire, c'était la terre de tolérance de toutes les religions, où il y avait une convivialité, une coexistence assez harmonieuse. Bon, pas tout à fait parfaite, mais assez harmonieuse, du respect entre les musulmans, les chrétiens et les juifs. Alors tout le monde ne savait pas que c'était grâce aux ibadites, eux qui, on va dire, respectent le plus les autres tendances, on va dire, religieuses, surtout les autres religions monothéistes. Et vous avez l'exemple de l'église qu'il y avait à Omza, Bartaya, jusqu'à ce qu'ils sont venus les tribus Sha'anda avec l'appui des forces, on va dire, de sécurité algérienne. Ils ont brûlé la dite église, chose qui est contre nos valeurs amazirs, disons, du respect d'autrui, des autres religions et des autres peuples. Merci Rachid pour toutes ces informations. Alors maintenant, il y a certainement un procès qui va se tenir. Rachid, tu es au courant un petit peu du calendrier? Nous, on a essayé tout pour qu'il, comment dirais-je, soit libéré, avoir une liberté provisoire. Surtout, l'avocat a donné des garanties comme quoi il n'y a aucun risque de fuite. Ils nous ont même demandé comme quoi il devait y avoir une adresse. C'est une condition pour avoir cette condition. Heureusement, on a trouvé des amis à Madrid qui sont prêts à les recevoir chez eux le temps que ça dure le procès. Mais ce qu'il y a, c'est le contre-temps, le fait que le mois d'août, il y a les vacances juridiques. Mais nous, on essaye à tout moment qu'ils aient cette liberté provisoire dans l'attente, parce que le procès, ça va prendre un peu de temps, plus de temps. Et en septembre, ça va recommencer le travail normal de l'administration judiciaire. Rachid Ha, si tu as autre chose à rajouter, on t'a retenu. Je vous remercie beaucoup de m'avoir donné cette possibilité de parler un peu de cette, on va dire, révolution des Amazirs partout. Que ce soit au Maroc, en Algérie, avec les mouvements qu'il y a un peu partout, dans la petite Kabylie, la grande Kabylie, Romza, il inclut même les Touaregs algériens, qu'il y a aussi dans la partie d'Azawa, du nord du Niger, les Amazirs de Tunisie. Dernièrement, ils se sont mobilisés, se sont solidarisés entre eux. Ils ont bloqué même, on va dire, l'économie nationale au sud de la Tunisie. Ils ont eu cause à leurs revendications. En quelque sorte, il y a une lutte des Amazirs, bien sûr, sans ne les oublier pas, de la Libye, là où ils vivent vraiment une guerre civile et ça risque que les Amazirs de la Libye soient laissés de côté. C'est dans ce sens que j'ai interpellé le président français Emmanuel Macron par cette lettre que j'ai envoyée, et bien sûr, email de l'Élysée et par courrier postal, en lui disant que grâce aux Amazirs, à l'époque de Nicolas Sarkozy, qui ont libéré Tripoli, ils ont fait chasser le dictateur libyen. Il ne faut pas qu'il y ait une réconciliation entre les citoyens libyens
de l'Est et de l'Ouest, entre le général Hafentar et le gouvernement de Sarraj, au détriment et de le non-respect des droits des Amazirs. Et cette reconnaissance des droits, cette réconciliation nationale en Libye ne devrait se faire qu'à condition qu'il y ait égalité des droits entre les citoyens qui se disent arabes, même s'ils sont génétiquement parlant, historiquement parlant, d'origine amazigh, et les citoyens amazigophones, dans le fait qu'il y ait une égalité des droits entre la langue arabe et la langue amazigh, que la langue amazigh doit être reconnue officiellement au même titre que la langue arabe dans la constitution libyenne. Il ne faut pas être exclu et l'autre avoir, surtout que les Libyens amazighs ont donné un fort prix de sang pour la révolution du 17 février. Ce qu'il y a, c'est cette révolution, ce qu'il faut, moi je dirais c'est un peu notre ambition, notre souhait, qu'il y ait plus de coordination entre tous les Amazighs pour avoir cette conscience comme ils ont les Kurdes, une conscience nationaliste qui nous permet d'avoir conscience politique de nos droits, de se baser sur notre histoire millénaire qui est pleine de chapitres de résistance, de création d'États modernes, de création d'un État comme il avait fait Abdelkrim al-Khattabi, et à cause de son drapeau de la République du Rif, c'est celui qui fait un peu, comment dirais-je, que le ministre de l'Intérieur marocain n'aime pas beaucoup voir ces drapeaux dressés dans les manifestations partout, alors que c'est une grande orgueil pour nous d'avoir ce drapeau, parce que Abdelkrim, dans les années 20, il avait créé un État moderne avec des institutions, avec une armée populaire qui avait donné l'exemple à l'époque à Ho Chi Minh en Chine, à Mao Tse-tung en Vietnam, aux révolutionnaires cubains, et inclut même les révolutionnaires nationalistes algériens comme Saleh Haj, qui était à l'époque syndicaliste à Bordeaux en 1927. C'était une influence directe de la révolution rifaine. Ben c'est ça, il faut qu'on crée notre propre nationalisme, chacun s'y met pour créer cet état de Temesra, comme à l'exemple de l'Union européenne, des États où il y ait des frontières ouvertes pour les personnes et les capitaux, et dans chaque pays, il y ait un système, on va dire, d'autonomie régionale politique, comme ça existe en Espagne, en Allemagne, en Belgique, un peu partout, parce que ce système d'autonomie politique, ça peut résoudre les problèmes de la Kabylie, le problème d'Umzab, le problème même du Sahara. Bon, ici on dit marocain, d'autres disent occidental. Pour nous, c'est le Sahara amazigh avant tout. On va dire de la côte atlantique, ça peut résoudre le problème même d'Azawad, et même au cas où, et ça peut stopper la guerre civile en Libye si on adopte ce système d'état de région. Voire il est partagé entre le pouvoir central et le pouvoir des régions, où les populations s'y impliquent activement dans la gestion de leurs affaires, eux qui connaissent mieux leurs problèmes de chaque région et eux-mêmes qui peuvent trouver des solutions pour qu'il y ait, on va dire, de la croissance économique et le bien-être social et faire un pas en avant comme ça a été fait dans l'Union européenne. Merci Rachid pour toutes ces informations, cette chronologie et autres. En tout cas, merci beaucoup pour d'avoir accepté notre invitation. Tu es le bienvenu dès que tu veux, il n'y a pas de problème. L'antenne te sera toujours ouverte à toi, à l'AMA, à l'Assemblée mondiale amazigh et tous les Amazirs du Maroc. Merci. Et à la prochaine. Comme on dit, فدار في مزيغ فدار في مزيغا فدار في تمازغ. Merci à Rachid et mes salutations à Khodir et Salah Abouna dès que tu les verras. Et puis tiens-nous au courant pour la suite. Voilà. Je le ferai sûrement. Je leur transmettrai vos salutations. Allez, Edam Gaza Rachid. Merci Rachid, merci beaucoup. À plus. À bientôt. À la prochaine.
Voilà, c'était Rachid Raha, président de l'Assemblée mondiale Amazigh du côté du Maroc. Voilà, il a fait un peu le tour. Voilà, actuellement, c'est lui qui gère un petit peu les dossiers de Khodire El Salah. En plus, il a ce plus, il parle l'espagnol couramment, donc c'est une bonne chose pour les démarches. Voilà. Ouais. Un mot à Mansour sur tout ce qui se passe au RIF. Au RIF, la mobilisation a pris parce qu'il y a une jonction entre les revendications culturelles amazighes et les revendications sociales. On a eu l'expérience en Algérie, même en 2011, des gens qui ont essayé de faire pareil que les autres pays des Arabes en Tunisie, pendant qu'il y avait des événements en Tunisie, en Libye ou en Égypte et autres, d'avancer que des revendications culturelles ou politiques, de se baser sur le mouvement politique. On le disait sur cette antenne déjà en 2011, ça ne va pas marcher en Algérie, parce que pour que ça marche, il faut qu'il y ait aussi des revendications sociales. Il a ذكرنا قدامنا ذكرني قضية لوزان ذكرنا ويضمن ما سوى les revendications culturelles, c'est un truc, ça prend un mois, 2 mois, ça cesse. Donc quand tu arrives à faire à mobiliser sur les deux fronts et les revendications politiques et culturelles et les revendications sociales, là tu as un front plus large et ça peut aboutir. Ouais. On va se reposer à Dalil. Oui, une petite musique, puis derrière, on aura le responsable du Café littéraire, pardon, je cherchais le mot. Café littéraire d'Aoukas, qui s'appelle l'un des responsables, notamment un des plus influents, Mouloud Tiakout. Ouais. Il sera avec nous dans quelques minutes. Nadia nous a préparé une chanson. Ah, Nadia, ça va, tu t'y retrouves un peu? Le monsieur de tout à l'heure. Dans le micro, hein. Faut parler dans le micro, baisse un petit peu parce que t'es voilà, petite taille. Ah, tu commences à la décrire. Voilà. Ah, c'est bon, je prends. Bah oui, ça c'est pour donner des infos à ta femme qui écoute à Michelet. La race qui achète la khabar. Ah bon, n'aie pas peur, voilà. Madame. Non, mais t'inquiète, elle a vu des vertes et des pas mûres avec lui. Voilà. Hier soir, elle était sur les berges du Rhône vers minuit à peu près, d'après ce que j'ai entendu. Voilà mon choix. Hein? Avec toi. T'étais pas avec moi. Qui n'est pas donc j'ai bien dormi. J'ai dormi tôt. Ce qu'il y a dans le rachis à 18h, tu penses sur internet t'es dans le gaz, alors Al-Bezara. Allez, Nadia, tu envoies le compte là. Non, mais sérieux, les berges, c'était bien.